5 matchs. 5 matchs à ne pas louper, 15 points à prendre pour se qualifier en Ligue des Champions. On a vu cette semaine des beaux matchs européens et ça donne envie d'y retourner forcément. Bonjour à tous peuple marseillais, c'est l'avant-match de OM Montpellier. Demain soir au Stade Vélodrome, on accueille la Lanterne Rouge qui est reléguée déjà en 2e division. Donc victoire évidemment obligatoire en soignant le goal average. Ça va être aussi important, on va en parler dans cette vidéo. Je vais donner la compo que j'aimerais voir. On va parler de la situation actuelle de l'OM qui est chaude dans le négatif, avec le communiqué de Longoria qui appelle à l'unité, les explications de De Zerbi après le match, la fameuse taupe. Qu'en est-il de cette affaire, de qui ça vient? Et puis on va revenir aussi un petit peu sur les médias qui parlent énormément de l'OM. Bon, c'est pas une nouveauté, mais je me suis interrogé ces derniers jours parce que oui, l'OM n'est plus un grand club sportivement depuis bien longtemps, mais l'OM existe encore très fortement sur le plan national, même plus fort que les autres sur le plan médiatique, sur le plan populaire. Et c'est pour ça que l'OM existe. Et d'un côté, on doit aussi les remercier quelque part, même si je me demande pourquoi on parle autant de nous encore. Parce que l'OM c'est spécial, ça reste attractif, quoi qu'on dise. Et c'est pour ça que année après année, on arrive à attirer des coachs très intéressants, de renom, des joueurs aussi de haute gamme, malgré parfois des saisons ratées. Donc petit message, l'OM rebondira toujours dans l'état actuel, même après des périodes compliquées, parce qu'on garde encore ce côté attractif, populaire, et historiquement, on a des choses que les clubs français n'ont pas, on ne va pas y revenir dessus. Et je parlerai à la fin un peu du mercato, évidemment, tout ce qui se dit sur Luis Enrique, les rumeurs sur le Brésilien Francisco, Boskagli, ça revient un petit peu à la source, et également la situation entre la LFP et DAZN, qui va dans le sens d'une résiliation. N'hésitez pas à liker, peuple marseillais, en bas de la vidéo, et on est parti pour l'avant-match. Déjà, pour commencer, ceux qui veulent parier sur la rencontre, n'hésitez pas à passer par mon lien en description avec Unibet. Votre premier pari, il est remboursé s'il est perdant en freebet juste après l'inscription en rentrant mon code promo RAFOOT. Par exemple, vous misez 50 € sur le match demain, sur un buteur, sur un score exact, ou peu importe, vous avez toutes les formules proposées sur Unibet avec les MyBet, etc. Si le pari est perdant, on vous remboursera en freebet sur votre compte sous 24 heures la mise effectuée jusqu'à 100 € maximum. Voilà, ça me soutient à ceux qui le font. Par contre, c'est pour les majeurs. Et soyez raisonnables dans vos mises. Ne faites pas des folies beaucoup trop importantes par rapport à vos moyens financiers. Il faut rester prudent sur les paris sportifs. C'est l'essentiel. Donc voilà, vous avez les formules les plus intéressantes que je vous affiche. Bon, je vois une victoire de l'OM par au minimum 2, voire 3 buts d'écart. On affronte une équipe démobilisée qui n'a plus la tête au football, qui a plein de problèmes internes, qui est proche de l'implosion. Donc dès qu'on va ouvrir le score demain soir, je pense qu'après les buts vont s'enchaîner, surtout que nos joueurs seront normalement surmotivés, ils auront un goût de revanche par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc oui, sur le papier, c'est le match le plus simple de la saison. Il y a intérêt qu'on s'impose et tranquillement, mais on va y revenir juste après. Donc je répète, pour s'inscrire, le lien est en description pour ceux qui veulent, pour la team parieur uniquement. Alors la compo que j'aimerais voir, en espérant un 4-3-3, je lâche pas l'affaire, mais en plus quand tu reçois le dernier du championnat, il faudrait rajouter quelqu'un sur l'aspect offensif et enlever un défenseur central. Ça ne sert à rien de jouer à 3 derrière contre Montpellier, et surtout c'est un système qui a montré ses limites. Les joueurs, je suis certain que la plupart, tu les interroges, ils n'ont plus envie de jouer dans ce 3-4-3 qui les tétanise totalement, balle au pied. On n'a pas les qualités pour bien repartir de derrière, on va en reparler tout à l'heure. Donc pour m'expliquer sur mes choix, oui je mets Garcia et Murillo en défense centrale, et pourtant c'est 2 latéraux de base. Mais j'ai pas envie de voir Kondogbia, ni Cornelius. Luis Felipe, bon il sera dans le groupe. Est-ce qu'on doit le lancer? C'est vrai qu'on peut s'interroger, se poser la question. Et quand tu reçois Montpellier, ça peut être le bon moment, opportun, pour le mettre dans le bain justement, enfin. Mais je sais pas s'il sera prêt. Voilà. Sur les côtés, Merlin côté gauche et à droite, Dedic. Et pourtant, Dedic, je ne l'apprécie pas du tout. Vraiment très déçu pour l'instant de son arrivée. Mais Luis Enrique, qui est très très proche d'un départ, j'ai pas aimé plusieurs attitudes depuis quelques semaines. Déjà, souvenez-vous de son retour sur le but lensois qui avait été lamentable. Plein de nonchalance. Sur le match de Monaco, il est mal aligné sur le deuxième but de Ambolo. Et puis son raté aussi, juste avant la mi-temps, qui est inadmissible. Qui témoigne aussi d'une nonchalance
impardonnable à ce niveau-là. Je sais que c'est un joueur qui marche à l'affectif. Je me rappelle, il y a quelques mois, il était passé sur Téléfoot. Il était heureux d'être à l'OM. Ça se passait bien avec De Zerbi. Il avait progressé, il avait réussi chez nous. Après, là, comme beaucoup de jeunes joueurs brésiliens, malheureusement, mais là, dans l'attitude, ce n'est plus un joueur professionnel depuis quelques temps déjà. Il a la tête ailleurs. Et puis, il s'est peut-être un peu trop laissé aller. Il s'est peut-être un peu trop enflammé dans sa tête. Hein. Mais ça, c'est un peu Marseille. Dès qu'un joueur performe, on le monte très très vite tout là-haut. C'est comme ça. Et puis lui, il n'a pas eu la tête sur les épaules. Au milieu de terrain, Rabiot, Højbjerg et Bennacer, le fameux trio qui devait surnager dans le championnat de France, être au-dessus du lot. On a vu que lors du dernier match, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Même si c'était un système différent et que les joueurs n'étaient pas à leur position idéale. Comme Rabiot, par exemple, qui a connu un match compliqué, qui jouait souvent dos au but, qui a été très très peu trouvé. Bah là, je les mets ensemble. Dans un milieu à 3, alors c'est vrai que je me passe de Rongier. Bon, la théorie comme quoi, quand Rongier est sur le terrain, l'OM se porte forcément mieux. On a bien vu récemment que ça ne se vérifie pas toujours. Hein. Il est concerné par les 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Il a été titulaire. Bon, c'est pas à cause de Rongier. Enfin, il ne représente pas les problèmes principaux de l'OM actuellement. Je suis d'accord. Ça se comporte dans le secteur défensif. C'est un de nos derniers soucis, c'est clair. Mais il n'est pas bon non plus en ce moment. Et je pense que pour un match comme ça contre Montpellier, on peut largement s'en passer, surtout qu'on devra faire le jeu. Voilà. Et je suis déçu hein, de ces dernières prestations, je répète, surtout dans les moments importants, contre Paris, contre Monaco. Il n'a pas été à la hauteur, c'est un joueur qui a la trentaine, qui connaît bien la Ligue 1. Et malheureusement, je l'ai vu en dessous de Zakaria, et largement par exemple samedi dernier. Et quand je vois les matchs de Benjamin André du côté de Lille, excusez-moi, mais c'est 3 fois au-dessus de Rongier actuellement. Ensuite, devant Greenwood, Rowe et Gouiri. Alors, j'aimerais aussi temporiser les critiques sur Greenwood, qui reste notre deuxième meilleur buteur, enfin, qui est, pardon, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette année. Malgré tout ce qu'on entend sur lui, il est dans un collectif limité où il est très esselé en pointe. Et pourtant, il a quand même des belles stats. Alors, en 2025, c'est clair qu'à part quelques coups de génie, c'est pas suffisant. Mais ça reste notre joueur déclic, notre joueur spécial par rapport aux autres. Et est-ce que ça vaut le coup de lui taper dessus match après match sur chaque défaite? On l'a déjà fait à juste titre, hein, très souvent cet hiver. C'est pas non plus le premier problème de l'OM, Greenwood, loin de là. Voilà. Rowe, je le mets dans une position d'ailier, à son meilleur poste, et devant Amine Gouiri, bien sûr. Dans ce match, on doit et il faudra soigner le goal average. Ça, c'est clair et net. Dès l'instant, on va ouvrir le score. Après, Montpellier sera vraiment démobilisé. Je pense qu'ils vont essayer dans l'entame quand même d'essayer de faire un match de Ligue 1. Même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils savent que les joueurs vont partir hein, en fin de saison de leur côté. Il y aura un grand ménage. Après, s'il y a 0-0 au bout de 30 minutes, le stade Vélodrome il va gronder. Et ça peut faire douter nos joueurs encore plus. Bien qu'on a la chance dans cette situation d'affronter un adversaire qui mentalement n'y est pas du tout. Donc je veux 3 buts d'écart au minimum. Parce que ça peut se jouer au goal average. J'aimerais vous montrer la situation comptable. Quand on observe un petit peu les calendriers, le programme le plus chargé, c'est pour les Lyonnais, les Strasbourgeois et ensuite Monaco. L'OM a un calendrier assez abordable, mais je trouve qu'il y a 2 clubs qui l'ont encore plus, c'est Lille et même Nice, hein, c'est assez prenable. Donc si l'OM veut être en Ligue des Champions, ça je tiens à le répéter, sur les 5 matchs qui restent, il va falloir en gagner 4. Si on en gagne 3, ça ne suffira pas. Vous verrez à la fin, parce qu'il y aura forcément 1 ou 2 clubs derrière qui va faire un quasi sans faute. Qui va gagner 4 matchs, voire 5 matchs. En fin de saison, en général, la logique est souvent respectée. Donc là, on va dire, on a un seul joker, et encore je suis gentil, hein, parce que une défaite, ça veut vouloir dire on peut perdre à Lille, qui nous passerait devant directement, et peut-être qu'on ne va plus jamais les revoir. Donc attention, les gars, 3 victoires, non, ça ne suffit pas. Il faut 4 victoires, une défaite. Et dans 90% des cas, on sera au minimum 3e. Et on se qualifiera en Ligue des Champions. Voilà. Bon, l'analyse de Montpellier, on va pas trop s'attarder dessus. Hein. C'est catastrophique leur nombre de points. Ils en ont que 15. C'est rare de voir une lanterne rouge en Ligue 1 aussi en retard. Ils restent sur 10 défaites de suite. Vous vous rendez compte? 10 défaites de suite. À l'extérieur, c'est 13 défaites en 14 matchs. Leur meilleur buteur, il a marqué que 4 buts. C'est pas pour me moquer d'eux, hein. D'ailleurs, c'est un peu regrettable de les voir en 2e division. La Mosson, ça reste un stade assez emblématique de Ligue 1. Ils ont été champions de France en 2012.
C'est presque un derby du Sud, même si on ne l'appelle pas un derby Montpellier-OM. C'est bizarre, c'est plutôt Nice-OM. Mais c'est un match quand même sympa dans la saison. Après, il mérite de descendre parce que c'est un club qui bosse mal depuis plusieurs temps. Alors, les quelques qualités qu'ils ont, qu'on peut un peu remarquer dans les stats, c'est que sur les coups de pied arrêtés, ils sont pas trop mal, on va dire. Ils vont essayer de jouer, ils vont allonger des longs ballons dans notre dos un maximum. Ils jouent beaucoup sur les ailes. Contre défensivement, c'est une équipe qui est vite en panique, qui est débordée, qui a beaucoup d'absence. Il n'y aura pas Bamo Maïté, d'ailleurs, je le répète, qui est catastrophique de leur côté. Il n'y aura pas les joueurs qui ont été titulaires la plupart du temps cette saison, parce que soit ils sont blessés, comme par hasard, quand tu es en deuxième division, hein, ou soit ils sont écartés, parce que voilà, ça s'est très très mal passé en interne. Et oui, je disais, défensivement, ils ont du mal, notamment sur les contre-attaques. Ils ont du mal à défendre sur les couloirs. Alors, leur terreau, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est une équipe très faible qu'on va affronter. Au niveau de l'historique, vous pouvez voir qu'on n'a pas perdu contre eux depuis très longtemps au Vélodrome. Et d'ailleurs, le match de 2019, sous Villas-Boas, pour l'anecdote, il y avait Rully dans les buts en face. On avait fait un partout. On avait dominé le match de la tête et des épaules. Et puis, c'était chaud en fin de match. On s'était fait un peu carré par l'arbitrage. On a vu cette semaine le communiqué de Longoria qui appelle à l'unité, à l'union sacrée. Il comprend la colère des supporters. Il reconnaît à demi-mot qu'il y a encore eu des erreurs de fait cette saison. Mais il dit que tout le monde doit rester solidaire. Alors pourquoi il le fait? Malgré les problèmes qu'il y a au sein du club et tout ce qui se passe, on va en parler de cette taupe et même de la tension qu'il y a en interne. Il y a un objectif important, c'est d'aller en Ligue des Champions. Et là, il veut un petit peu adresser un message aux supporters pour le match au Vélodrome demain et même le climat qui peut peser lourd à Marseille, et même un peu sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du nouveau mood actuellement. Il veut rassurer, essayer de parler à tout le monde au sein du club, en interne, même aux partenaires commerciaux, parce que ça sert à ça, ce réseau social LinkedIn. Donc bon, je comprends un peu son message. C'est vrai que la saison, tout n'est pas parfait, loin de là. C'est peut-être pas le moment d'appeler à la démission de tel ou tel, de faire l'heure des bilans, de trop en rajouter, même si moi je suis très déçu, notamment sur le plan du jeu. Je m'attendais à mieux de cet effectif, même du coach, surtout au niveau de la progression. L'OM n'a pas progressé, au contraire, on a régressé au fur et à mesure de la saison. Donc je m'attendais à mieux, même si on est troisième, à un point seulement du deuxième. On sent un coach un peu perdu dans ses discours, dans sa communication. Il est très nerveux. Regardez la nervosité en début de match contre Monaco, là. Quand il y a une petite poussette de Singo sur Uli, rien de méchant, il est devenu fou et ça, c'est pas des bons signes. Alors, il n'y a pas eu que 2 herbies du point de vue de la nervosité. Rappelez-vous de Benassia en septembre contre Lyon, même si on était derrière lui et qu'on se faisait carrer par l'arbitrage, ça n'a pas eu un effet bénéfique sur le groupe, force est de constater. La gestion aussi du coach, des joueurs, de certains joueurs qui n'a pas été bonne. Le Carreau, par exemple, on pourrait en évoquer d'autres. Voilà, bon, c'est pas le moment de lister les erreurs qui ont été faites. C'est vrai qu'on doit rester soudés derrière l'équipe. Moi, j'espère que l'OM, on espère tous qu'on va gagner nos 5 derniers matchs et se qualifier en Ligue des Champions. C'est le sprint final. On a gueulé après le match contre Monaco, la plupart, à juste titre. Après, là, on est obligé au bout de quelques jours de redescendre parce qu'il y a encore un objectif important et se qualifier en Ligue des Champions. Regardez comme c'est serré au classement. C'est une fin de saison qui est excitante comptablement, même si on aurait dû l'éviter tellement on avait de l'avance. Donc, à nous d'être à fond derrière l'équipe, comme n'importe quel supporter de son club le serait en fin de saison. Quand il y a autant d'enjeux, j'ai pas envie de les protéger et de les couver, mais les accabler encore plus, c'est pas le moment et ça va pas les aider forcément dans ce sprint final. On a vu des informations et je pense qu'elles sont véridiques. RMC, l'équipe qui parle que Højbjerg n'est pas content de certains joueurs. On pense à Greenwood et Luis Enrique qui sont pas trop concernés. Donc oui, en interne, il doit y avoir des tensions. À l'OM, quand ça se passe mal, dans le groupe, ça se ressent également. Est-ce qu'on va finir sur le podium? Je le pense. En tout cas, on a les cartes en main. Et je vois pas les joueurs tout gâcher. La saison qui a été faite, on a été deuxième quasiment toute l'année. Là, on a la chance de recevoir Montpellier, qui est lanterne rouge, que nos concurrents aussi perdent des points de temps en temps. Donc, il y a le destin qui joue en notre faveur, même dans une situation critique, avec 5 défaites en 7 matchs. La question, est-ce qu'on mérite d'être sur le podium? Bon, ça, on se la reposera en fin de saison. Il faut juger toute l'année. L'OM a aussi connu des bonnes périodes, heureusement. Après, je ne pourrais pas dire oui par rapport à d'autres, en étant objectif.
laissant de côté mon côté supporter. Par contre, j'ai en tête d'autres saisons où on méritait d'être sur le podium. Celle avec Garcia, on finit 4e avec 77 points. Celle avec Bielsa, là c'est quand même un championnat beaucoup plus faible cette saison. Ça se voit hein, avec notre nombre de points. C'est peut-être dur hein, de dire ça, mais je me demande si j'ai pas un peu plus souffert cette saison que l'an passé par exemple. Ou quoi qu'on dise, il y a eu une parenthèse enchantée. En Coupe d'Europe, on a sorti des très très belles équipes. On a fait un très beau parcours. On peut être objectif et réaliste. Parmi les 6 clubs qui peuvent encore aller sur le podium, c'est nous les plus faibles actuellement, hein, et largement, hein, dans tous les secteurs de jeu. Que ce soit offensivement, encore plus défensivement. On a vraiment régressé depuis le mois de février. Mais malgré tout, on va et on doit se qualifier en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont réussir l'objectif parce que c'est important pour les finances du club déjà. Pour le maintien de De Zerbi, si on est podium, il va rester. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué cette compétition et il veut la reconnaître dans ce stade Vélodrome. J'ai pas de doute sur sa sincérité. Et grâce à la qualif en Ligue des Champions, on pourra se séparer de certains joueurs qui n'ont pas fait l'affaire hein, cette saison. Il y aura encore du chamboulement cet été. Il y a eu des erreurs de fait, malheureusement. Et j'espère surtout qu'on pourra garder nos meilleurs joueurs. Et une deuxième saison pour De Zerbi avec un mercato, des réajustements, une meilleure connaissance du club, du championnat de France. On verra un OM bien meilleur. Voilà. On peut l'espérer parce que c'est vrai qu'il y a des noms sur le terrain qui sont indignes de l'OM. On a recruté des Murillo, des Garcia. Dans quel championnat ils venaient ces joueurs-là? Championnat suisse. Et ils se retrouvent titulaires. À la base, ils n'ont pas été recrutés pour être titulaires, mais pour être des doublures. Et là, ils se retrouvent dans le 11 de départ pour un match aussi important que contre Monaco. Et en plus, ils ne sont même pas à leur poste. Donc là, il y a un chantier. Cet été, dans le secteur défensif, Benassia s'en occupera, qui est indispensable. Il faut tout revoir, mis à part Balerdi. Parce que c'est vrai que 41 buts, je crois, hein, encaissés en 29 matchs. Et encore, hein, on a un super gardien. Hein, heureusement qu'il y a Rulli. Hein, sinon, ça serait encore pire. C'est presque comptablement une équipe qui peut finir 14e, 15e de Ligue 1. Et 3e après avoir encaissé autant de buts. Il a eu une défense catastrophique cette saison. On misait à fond au départ sur la charnière Balerdi-Brassier. Sauf que Brassier, ça a été un échec total. Donc voilà, il a un effectif vraiment déséquilibré. Même un mec comme Gigot, hein, il serait titulaire à l'OM. Il n'y a pas photo cette saison. Dans le secteur défensif, non seulement tu as des joueurs qui commettent des erreurs individuelles. On l'a vu encore contre Monaco. De placement, de relance. Mais aussi des défenseurs qui ne sont pas des défenseurs. Donc ils ne savent pas défendre. On prend quasiment 3 buts par match. Oh. Et j'aimerais qu'on parle aussi du problème contre les blocs bas. Il n'y a pas que ça hein, cette saison. Hein. On l'a vu contre Monaco. Hein. C'était pas un souci de bloc bas là pour le coup. Hein. On n'a pas d'occasion. Que ça soit match après match. On est trop peu dangereux. Contre Toulouse aussi. Hein. On marque 3 buts mais sur 2 coups de patte en deuxième mi-temps. Et puis dans le caractère aussi de l'équipe. Dans sa personnalité. On se rend compte que ça coule vite. Hein. Le bateau il coule mais rapidement. Hein. Il y a peu de leaders. Rabiot, mais il a tendance à grogner en ce moment parce qu'il est un peu dépité. Højbjerg, oui, ok. Donc, je suis aussi déçu du caractère de l'équipe, qui manque de grinta. Et je me dis, dans ces périodes de crise, il y a un mec qui est censé un petit peu secouer tout le monde. Il avait fait l'an passé. C'est Benassia. Au quotidien, c'est lui qui doit aller parler aux joueurs, et même de temps en temps rentrer dans le vestiaire. Est-ce qu'il le fait? Lui, il connaît la culture de la gagne, le très très haut niveau, ce que c'est un vestiaire. Je sais pas. Après, ce qui se passe en interne, si vraiment il pousse des coups de gueule ou pas. Parce que c'est pas le tout hein, de venir quand ça va bien, de faire des interviews, de fanfaronner. C'est dans ces moments-là que Benassia doit être très important. Je vais revenir vite fait sur ce qu'a dit De Zerbi après le match contre Monaco, en disant qu'on a fait une bonne première mi-temps, que le score était trop sévère, qu'il aurait pu avoir un partout à la pause. C'est vrai, même moi je l'ai reconnu. On a d'ailleurs fait un pressing intéressant qui a gêné les Monégasques. On les a tenus pendant 20-25 minutes, mais j'ai envie de vous dire, cette année, j'ai vu beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes à Louis II qui ont tenu Monaco sur une période, même des équipes du bas de classement, et ensuite qui ont craqué. Donc maintenant, si on doit se réjouir d'avoir rivalisé, d'avoir fait jeu égal avec Monaco pendant 20-25 minutes, on en est où là hein? Même dans les périodes sombres de l'OM,
l'année Mitchell ou quoi, on sortait de temps en temps un match correct, mais au final on perdait, on coulait même pendant la rencontre. Après, si je dois relever quelques petits points positifs sur la première mi-temps, il y en a eu quelques-uns, la manière dont on a ressorti le ballon, il y a eu des phases de jeu intéressantes. Même si on est souvent plombé par nos limites techniques, hein, trop de joueurs limités de ce côté-là, et que d'ailleurs, sur l'ouverture du score de Monaco, il n'y a pas eu que nos limites techniques, hein. C'est l'attitude aussi qui est lamentable, hein. Vous avez vu sur le but, le replacement de certains joueurs, l'attitude de Kondogbia, en mode laisser aller, en mode nonchalance maximale. Ça, c'est aussi des signes qui ne trompent pas, hein, mais d'un club, d'un groupe qui va mal. Bon, là, on est sur la fin de saison, il reste 5 matchs. Les déclarations de De Zerbi, même de Longoria et autres, c'est pas si important. Là, ce qui va compter, c'est ce qui va se passer sur le terrain. On en a trop entendu, même venant de Benassia récemment. Réaction, progression. Et même du côté des joueurs, hein, ça parle beaucoup, mais sur le terrain, on voit les mêmes choses. Bon, l'affaire de la taupe, apparemment, elle a été trouvée, elle a été désignée. Qu'en est-il? Je pense pas que ça soit un joueur. Je pense que c'est quelqu'un du club, un salarié, peut-être de longue date, hein, c'est souvent comme ça. Quand un média, bon, c'est l'équipe hein, qui a une taupe dans le club, c'est souvent un historique. Est-ce que ça vient de l'entourage des joueurs? C'est aussi une possibilité. Mais moi, je miserais plus sur quelqu'un dans le club, pas du staff. Hein. Ça serait impossible. Que ça soit, par exemple, le bras droit de De Zerbi. Donc, voilà. Dans le club, ni un joueur, ni dans le staff. Parce qu'il y a des ennemis hein, de Benassia. C'est pas l'union sacrée non plus à tous les étages, même si dans la direction, ça a l'air de bien se passer. On a vu Rabiot qui s'est énervé après le match, mais bon, en silence, en disant qu'il ne voulait pas parler. Sinon, il allait dire des dingueries. Ouais, il y a un ras-de-bol hein, de Rabiot qui montre l'exemple, lui, dans l'attitude, qui lâche rien sur le terrain, qui est bon, hein, c'est un de nos meilleurs joueurs cette saison. Donc ça, c'est mauvais signe. Même en cas de podium, je me pose la question, est-ce que Rabiot ne va pas partir en fin de saison? Ou alors, si on se qualifie en Ligue des Champions, il va demander des garanties. Au Mercato, je pense, il va parler à Longoria, à De Zerbi. Et si on n'est pas sur le podium, il partira à 100%. C'est clair et net. J'aimerais un peu parler des médias. Vous allez me dire, mais pourquoi? On est habitué. L'OM fait les gros titres, hein, que ça aille bien ou mal. Mais c'est vrai que je suis toujours autant surpris, étonné de voir à quel point on parle de l'OM par rapport aux autres clubs en France. Je vous garantis que samedi, dimanche, lundi, on parlait que de nous. On parlait pas du PSG contre Aston Villa. Quart de finale Ligue des Champions. Bon là, c'est vrai que depuis mardi, mercredi, jeudi, on parle de la Coupe d'Europe. C'est normal, grosse actualité, quart de finale, on nous lâche un peu. Alors je m'en plains pas, je dirais même au contraire. Ça prouve que l'OM reste un club qui existe fortement sur la scène médiatique parce qu'on est très populaire et parce que l'OM, c'est des audiences assurées pour les médias, pour les émissions sur Internet, pour les débats télévisuels. Malgré une Ligue 1 en 32 ans, un championnat de France en 32 ans, 0 Coupe de France depuis 1989. Sportivement, c'est vrai, l'OM n'est plus un grand club, c'est la vérité, même sur le plan national. Je ne parle même pas sur le plan européen, même si on fait quelques petits parcours quand même de temps en temps. Et d'ailleurs, en termes d'indulgence, quand je vois les Lillois, Monégasque et autres, on leur répète toute la saison, oui, mais vous avez joué beaucoup de matchs cette année. Ben, quand c'est l'OM, sous Tudor, sous Sampaoli surtout, l'an passé, ou sur Rudy Garcia, et en plus en faisant des bons parcours européens, on ne prend pas ça comme excuse en fin de saison, hein, quand on finit 4e ou autre. Donc voilà, bon, on est un peu plus sévère avec nous, mais même les supporters, je me pose la question si on n'a pas trop d'attentes envers ce club par rapport à ce qu'il est sportivement depuis bien longtemps. Parce qu'on a vécu, on a grandi toujours dans l'espoir de revivre les périodes tapis. Est-ce que ça va revenir un jour? Ça m'étonnerait les gars, faut être honnête, faut être réaliste. Dans l'histoire du foot, il y a eu plein de grands clubs qui ont été des grands clubs dans le passé et qui aujourd'hui font partie des clubs historiques qui gardent une ferveur importante, mais qui ne sont plus des grands clubs sportivement actuellement. On n'est pas le Real Madrid, c'est la vérité. On se compare un petit peu trop au PSG. Nous les supporters, il faut que ça serve de leçon. À chaque fois qu'il y a un espoir, on travaille mieux. Même si c'est le rival, je peux le comprendre, mais on est loin du PSG. Rien que sur l'aspect financier, sur une saison, c'est dur de les accrocher. Alors, en plus, s'ils travaillent correctement, comme c'est le cas cette année, j'en parle même pas. Voilà, bossons dans notre coin tranquillement, faisons ce qu'il faut. Soyons sur le podium
tous les ans ou presque. Parce que c'est vrai que si on doit juger, par exemple, les 5 dernières années, l'équipe la plus régulière derrière le PSG, c'est l'OM. Et ça, j'entends personne le dire, hein. Nos rivaux, ceux qui nous aiment pas, les médias. Après, quand on supporte l'OM, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de à part. Et quand on perd un match, quand on vit une période compliquée, ça nous touche encore plus, on se ronge la santé avec ça, parce qu'on a des attentes autour de ce club et peut-être trop d'exigences, je me dis parfois. Peut-être qu'on doit faire le deuil de la période tapis, se dire maintenant l'OM, c'est ça l'OM. Même si on reste un club très attractif, très populaire et médiatiquement on parle plus de nous que les autres, c'est la vérité, largement plus. Regardez les tweets que je mets là. Il y a même des monégasques et tout qui disaient mais pourquoi vous parlez autant de l'OM là? Parce que ça fait vendre, ça fait recette. Et des supporters marseillais qui disent oh lâchez-nous au bout d'un moment. Il n'y a que des sujets sur l'OM. Si on n'est plus rien, et là je m'adresse aux Parisiens, aux Lyonnais et autres, comment vous expliquez qu'on parle autant de nous? Ah, parce qu'on a une grande bouche. Bon, c'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est surtout parce qu'on est très nombreux, on est très populaire. Donc on nous entend plus que les autres. Donc voilà, sportivement c'est vrai, on n'est plus grand chose. Faut dire les termes, Marseillais, on est rentré dans le rang. Par contre, médiatiquement, populairement et historiquement, on reste The Club en France, un club spécial qui attire. On l'a encore vu cet été, sans Coupe d'Europe, des Højbjerg, des De Zerbi, des Rabiot. Et ça, les médias qui parlent beaucoup de nous, ça alimente le truc de faire exister l'OM encore plus que les autres. Et même si l'OM connaît des périodes, des années sombres, admettons, l'an prochain, on fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, dans 2 ans, il y aura un compte CSAO qui va venir, il y aura toujours des gens intéressés pour venir à l'OM, des gens importants, je dis bien, dans le football. Par exemple, que des clubs comme Bordeaux, Saint-Etienne, ou Lille, ou Rennes, ou même Monaco, dans des saisons compliquées, ne pourraient pas attirer ce genre de mec. Vous avez vu qu'avec DAZN, ça va prendre fin en principe en fin de saison, que la Ligue se pose la question, est-ce qu'on doit opter pour une chaîne interne? Au niveau rentabilité, j'ai des doutes que ça marche. Il faudrait vraiment beaucoup d'abonnés. Mais ce qui est sûr, c'est que la valeur de la Ligue 1 va encore chuter. C'était de 500 millions d'euros il y a 1 an. Maintenant, si par exemple Canal veut racheter la Ligue 1, à combien ils vont la prendre? À 400, à 350. Donc ça, c'est pas bon pour les clubs français, forcément. Les droits à télé, c'est très important dans les budgets des clubs. Alors les clubs moyens, c'est vrai, et les clubs en deuxième partie de tableau, c'est encore plus important, mais aussi pour l'OM, parce que on a souvent une grosse part sur les droits télé, parce qu'on fait recette plus que les autres. Moi, j'aimerais bien un retour de Canal, honnêtement, avec un prix raisonnable qui se rapprocherait de 500 millions. On va évoquer quelques points mercato pour finir la vidéo. Luis Enrique a donné son accord pour rejoindre l'Inter de Milan. C'est pas n'importe qui le dit, c'est Fabrizio Romano. Il y a des discussions avancées avec le club. L'OM réclame entre 30 et 35 millions d'euros. Donc, c'est de la négociation, clairement. Peut-être que ça va se concrétiser à un petit peu moins. Mais moi, ça me paraît inespéré. Je suis étonné qu'il y ait beaucoup de clubs importants qui le suivent d'ailleurs. Et si jamais on récupère 30 millions ou plus, j'espère qu'on va bien les investir cet été pour trouver un bon remplaçant et même avec cet argent, trouver 2 très bons joueurs. Parce que le problème sous l'ère Longoria, c'est que les joueurs mid, il y a beaucoup d'échecs. Par exemple, un Ismaël Koné, un Brassier, des joueurs à 15 millions d'euros. Un Dedic. On arrive à attirer, grâce à l'ère Longoria, des joueurs importants. Aubameyang, Sanchez, Greenwood, Højbjerg, Rabiot. Il y en a eu. Saliba, il y a eu des très bons coups. Mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs sur des joueurs un petit peu mid. Donc c'est pas fait pour Enrique, mais ça sent bon. Et ça serait une bonne nouvelle pour le club parce que là, on parle d'un prix important. Il rentrerait dans les plus belles ventes de l'histoire. Boskagli, le latéral gauche du PSV. Alors, il y a souvent des rumeurs à son sujet. Un joueur de 27 ans. Il est en fin de contrat bientôt. Alors, l'OM fait partie des clubs qui le surveillent, mais il y a beaucoup de concurrence en Italie, en Allemagne, en Turquie, d'après un journaliste. Alors, son profil, c'est que c'est un bon relanceur. C'est un joueur qui a une bonne qualité technique, qui sait amener des bons centres. Il est intelligent. Par contre, dans l'aspect défensif, j'en entends pas du bien. Mais pas du tout, surtout ces derniers temps. Donc à voir, à suivre. Mais c'est vrai que par rapport à Merlin, par exemple, je signe tous les jours. Et puis libre, c'est une belle opportunité. Donc là, ce qui fera la différence, c'est que si l'OM est en Ligue des Champions, c'est vrai que financièrement et pour convaincre beaucoup de joueurs de venir, ça va être primordial. Encore plus avec ce nouveau format qui
donne une hype encore plus importante, je trouve, au final, à la compétition. Je trouve que c'est une réussite, ce nouveau format, et que cette année, on a plutôt une belle Ligue des Champions par rapport aux 2-3 années précédentes où le niveau avait un peu baissé. Je dis pas qu'on est au prime non plus de la LDC, mais ça revient. Alors Bennacer va rester à l'OM, d'après un journaliste belge, Sacha Tavolieri, c'est en bonne voie. Par contre, du côté des médias italiens, on temporise un petit peu, on dit que ça dépend si De Zerbi va rester, et si je pense, d'un point de vue personnel, on se qualifie en Ligue des Champions. Voilà. Si ces deux éléments sont réunis, Bennacer va rester. Par contre, si on n'est pas en Ligue des Champions, à voir. En tout cas, il y a des rendez-vous entre Bennacer et le directeur sportif du Milan AC. La volonté, je pense pour toutes les parties, c'est que ça se fasse. Sachant que le Milan AC ne veut pas trop le récupérer, parce qu'ils n'ont pas trop aimé le forcing d'avoir voulu quitter le club en fin de mercato. Je pense qu'il doute un peu de sa faculté à revenir à un très très bon niveau. En tout cas, Bennacer pour 12 millions d'euros, les gars, c'est pas cher. Vous allez me dire, tout dépend quel Bennacer on récupère, je suis d'accord. Avec une vraie prépa physique, je suis persuadé que ça serait un autre joueur, vraiment. Et qu'on l'a peu vu pour l'instant avec l'OM. Il a joué quoi, 5-6 matchs titulaires contre Monaco. J'ai trouvé qu'il avait fait une entrée correcte. Hein. Il a apporté du dynamisme au milieu de terrain. J'aimerais avoir Bennacer dans l'effectif. Moi, clairement, surtout à ce prix-là, même si c'est vrai que le salaire serait important. L'OM est intéressé par un jeune Brésilien, Francisco, de 18 ans. Donc, un gros espoir du championnat. À Sao Paulo, il y a le PSG qui le surveille, tout comme Montpellier. Ça ne veut pas dire que c'est un crack, hein, forcément. Faut voir, c'est une opportunité. C'est vrai que j'ai regardé un peu ses actions sur YouTube. Bon, il y a de la qualité technique, mais est-ce que c'est incroyable? Faut quand même mesurer. J'ai pas vu des trucs exceptionnels à la Neymar non plus. Donc à voir. Et puis si on le prend, si on arrive à l'acquérir, ça serait pas pour être titulaire cet été, hein, par exemple, loin de là. Et puis on va finir la vidéo par une nouvelle sur un jeune joueur, Robinho Vaz, qui prolonge son contrat jusqu'en 2028. Donc ça c'est bien. Il a montré des belles choses cet hiver. On va le revoir cet été lors des matchs amicaux, lors des matchs de prépa. Allez, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Rendez-vous demain pour vivre le match tous ensemble sur la chaîne. Je serai là autour de 20 h pour l'avant-match. Je compte sur votre présence, peuple marseillais. Il reste 5 matchs. Ça va être chaud, ça va être serré. Je pense qu'on aura 2 multiplex en fin de saison, comme l'année Sampaoli, où tout va se jouer sur des détails. Donc c'est excitant au niveau de l'enjeu. Même si je m'en serais bien passé, tellement on aurait dû vivre une fin de saison tranquille et sereine. Encore une fois, pour ceux qui veulent parier sur le match, mettre un petit pronostic demain, n'hésitez pas à passer par mon lien en description sur Unibet. Vous avez une très belle offre de bienvenue. Si votre pari il est perdant, on vous rembourse en free bet sous 24 heures. Sur votre compte Unibet, vous êtes crédité de la mise que vous avez faite. Si le pari est perdant, hein, je répète, jusqu'à 100 € de mise maximum. Et c'est sur le premier pari, en rentrant mon code promo RAFOOT. Voilà, pour la team parieur, pour ceux que ça intéresse, pour les majeurs uniquement. Et soyez raisonnables hein, dans vos mises, ne faites pas de folie, c'est l'essentiel. Gardez le contrôle, comme on dit. Rendez-vous demain la team, encore une fois. N'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo qui est très important pour faire monter le référencement la vidéo. Je vois que ça vous plaît les avant-matchs. J'essaie d'être le plus complet sur l'actualité de l'OM de la semaine, de tout résumer, de tout récapituler, en donnant mon avis bien sûr. Et l'an prochain, il y aura du taf, hein, parce que en principe, on va jouer tous les 3 jours. Voilà. Allez l'OM, demain, une belle victoire avec un score fleuve. Et ça sera important pour les 4 matchs à venir, parce que derrière, je vous garantis que ça va suivre. Hein. Il y aura peu de contre-performances chez nos concurrents. Forza l'OM.